Bonjour, je suis Jean-François Lux de la Viessmann Academy Belgique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation de base sur les pompes à chaleur. Il existe différents types de pompes à chaleur. Elles se différencient entre autres par là où elles vont chercher leur énergie dans la nature. Nous allons donc passer en revue les sources primaires. Ce sont des sources dans lesquelles la pompe à chaleur va puiser la plus grande partie de son énergie. Première source exploitable, l'eau. Attention qu'on ne peut pas exploiter cette source partout. En effet, les puits et les rivières nécessitent bien souvent un permis d'exploitation pour pouvoir tirer parti de cette forme d'énergie. On va pouvoir retirer de l'énergie sous une température moyenne conséquente, entre plus 7 et plus 12 degrés, ce qui va permettre un travail monovalent de la machine. On verra plus tard à quoi correspond le mode de travail monovalent. Autre possibilité, plus répandue pour les pompes à chaleur géothermiques, on va pouvoir chercher l'énergie dans le sol. On va pouvoir en effet extraire une quantité d'énergie au niveau du sol sous forme d'un captage horizontal ou sous forme d'un captage vertical. Là aussi, les températures exploitables sont intéressantes, entre moins 4 et plus 10 degrés, et nous allons pouvoir privilégier le travail monovalent de la pompe à chaleur. Et enfin, la troisième source possible pour la pompe à chaleur, c'est l'air. On voit beaucoup de pompes à chaleur aérothermiques et elles vont chercher leur énergie dans l'air. L'air contient beaucoup d'énergie. Évidemment, cette énergie va avoir une variation assez conséquente au niveau de la température selon qu'on est au cœur de l'hiver ou au printemps. Et cette variation de température peut varier entre moins 15 et plus 30 degrés. On va pouvoir travailler en bivalence à ce moment-là, éventuellement en mode mono-énergétique. Pour en revenir à la captation au niveau du sol, nous avons donc deux possibilités, soit des forages verticaux, soit une captation horizontale, c'est-à-dire placer des tuyaux dans le sol qui permettent de récupérer de l'énergie. On voit que ces tuyaux ont une certaine dimension. On voit également que ces tuyaux sont placés à une profondeur relativement modeste, entre 1,2 m et 1,5 m. Pourquoi cette variation au niveau de la profondeur? On va mettre la pointe du tuyau dans la partie la plus profonde, 1,5 m de profondeur, et le collecteur dans la partie la plus haute, 1,2 m de profondeur. Pourquoi? Simplement pour pouvoir purger correctement ces sondes de façon à éviter qu'elles contiennent de l'air. Le sol est une source d'exploitation intéressante. On peut voir ici les différentes variabilités de la température, mais à partir du moment où on arrive à une certaine profondeur, ces températures sont stables. On va puiser une quantité d'énergie par rapport à un nombre d'heures bien déterminé, de façon à pouvoir le reste du temps régénérer l'énergie du sol par le soleil et la pluie. Pour donner un exemple de l'énergie qu'on peut retirer au niveau d'un captage horizontal, voici un exemple sur le tableau. Selon le type de sol, on peut avoir du sable, on peut avoir de l'argile et on peut avoir évidemment un sol aquifère. On va pouvoir extraire une puissance qui peut varier entre 10 et 35 watts par mètre carré de surface. Cette puissance, on va l'exploiter. On va l'exploiter comment? Bien, la machine frigorifique a une certaine puissance. Cette puissance, en fonction de ce que l'on peut retirer à l'endroit où on se trouve du sol, va permettre de déterminer la surface minimum nécessaire pour pouvoir alimenter ma pompe à chaleur. Un exemple, on va prendre une moyenne. Un sol qui va donner 25 watts par mètre carré de surface. Nous avons une pompe à chaleur qui a une puissance thermique de 10,36 kW et une puissance frigorifique de 8,43 kW. Il faudra donc une surface minimum disponible de 366 mètres carrés afin de pouvoir alimenter cette machine. Les photos ici montrent un petit peu ce que représente un captage horizontal. Vous voyez que les tuyaux sont disposés à une certaine profondeur. Vous voyez que ces tuyaux sont en fait différentes boucles et que toutes ces boucles sont raccordées sur un collecteur. Ce collecteur qui va rester accessible est nécessaire pour pouvoir purger boucle par boucle et pouvoir éventuellement refaire un appoint si nécessaire. Autre possibilité, le captage vertical. Là, ce sont des puits
qui vont être creusés et on va y insérer une sonde géothermique verticale. Vous voyez que cette sonde géothermique doit être distante d'une autre sonde de minimum 5 mètres et c'est un travail qui est fait généralement par un professionnel équipé d'une foreuse spécifique et qui va lui pouvoir déterminer le nombre de forages nécessaires. Toujours en se basant sur un exemple, on va pouvoir extraire selon le type de sol. Au plus le sol est humide, au plus il a la possibilité de fournir de l'énergie. Et on va pouvoir, pour les captages verticaux, extraire entre 20 et 90 watts par mètre de longueur d'énergie hors du sol. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, où nous avions la machine qui a un besoin au niveau de la puissance frigorifique de 8,43 kW, il faudra donc une profondeur avec une puissance moyenne de 50 watts par mètre de longueur de 168 mètres et donc éventuellement 2 puits avec une profondeur de 84 mètres. Un point important est ne pas prendre plus d'énergie que nécessaire. Et donc, si on fait référence à la VDI 4640, c'est 2400 heures par an où on va pouvoir exploiter la source, ce qu'on appelle la source froide, c'est-à-dire prendre de l'énergie dans le sol. Par rapport à une année qui compte 8760 heures, la différence entre les deux, eh bien, il faut laisser la nature régénérer le sol. Comment la nature régénère le sol? Simplement via la pluie et le soleil. Voici en image comment se présente en fait un forage vertical. Vous voyez que ça requiert un équipement tout à fait particulier et il y a des sociétés spécialisées. Le fourreau est rempli d'un matériau qu'on appelle bétonite qui permet un très bon contact, un contact intime entre la terre et les tuyaux de façon à pouvoir transférer un maximum d'énergie. Les sondes sont doubles, on peut le voir sur cette image-ci, et donc vous avez chaque fois une paire de tuyaux parallèles qui permet évidemment pour une longueur déterminée de diminuer la perte de charge. Concernant l'eau, on va utiliser la même pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur géothermique également, simplement il y aura au niveau de la commande électrique d'autres éléments qui vont s'ajouter et donc c'est simplement une question de câblage électrique qui fait la différence entre une pompe à chaleur géothermique pour une captation dans le sol et une pompe à chaleur géothermique qui va pouvoir prendre de l'énergie dans l'eau. On peut voir que on va avoir un puits de puisage et un puits où on va rejeter l'eau après avoir récupéré l'énergie qu'elle contient. On voit également qu'il faut un échangeur de séparation pour éviter que des sédiments n'aillent se placer au niveau de l'évaporateur de la machine, ce qui risque évidemment d'abîmer la machine. Donc c'est quelque chose de très important de mettre cet échangeur de séparation. Et au niveau de la commande, qu'est-ce qu'on aura en plus? Eh bien, je dirais que jusque-là, c'est la même chose, de ce côté-ci, c'est la même chose qu'une géothermie classique dans le sol. Et de ce côté ici, donc du côté gauche de l'échangeur, c'est spécifique à une machine qui va chercher l'énergie dans l'eau. On a rajouté un échangeur et une pompe qui permet de faire circuler l'eau au niveau de l'échangeur. Si vous pouvez exploiter l'eau au niveau d'une pompe à chaleur, c'est très bien, mais il faut faire attention à certains points. Les puits doivent être séparés, autrement vous auriez un court-circuit et ne pourriez plus récupérer de l'énergie. Il faut bien faire attention à la qualité de l'eau, il faut faire une analyse parce que cette eau doit avoir des caractéristiques physico-chimiques qui permettent d'abord le choix de l'échangeur et d'éviter entre autres le colmatage de celui-ci. Le sens de l'écoulement doit être respecté. À partir du moment où on n'a pas un fluide immobile, il va falloir respecter le sens de l'écoulement. Il faut garantir un débit pour éviter que la machine ne rentre en sécurité et ce sont des débits très importants, entre 4 et 8 000 mètres cubes par année, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Le débit de la source peut dépendre des conditions géologiques, c'est également quelque chose qu'il faut pouvoir garantir. Il faut pouvoir garantir le débit minimum au niveau de la source. Un contrôle de débit est nécessaire. Une étude de faisabilité est obligatoire. Il faut parfois demander un permis d'exploitation. Et le gain au niveau du coefficient de performance est somme toute réduite
Par quoi? Par la nécessité d'une pompe qui va pomper l'eau de la source froide vers l'échangeur. C'est une pompe supplémentaire. C'est souvent une pompe qui est très énergivore parce qu'elle doit dépenser beaucoup d'énergie pour transporter un débit important et vaincre une hauteur manométrique conséquente. Et donc, quand on tient compte de cette puissance absorbée dans le calcul de rentabilité et le rendement saisonnier de la machine, ça a un impact négatif. Au niveau des machines aérothermiques, donc les machines qui vont prendre de l'énergie dans l'air, il y a différents modèles. Il y a les modèles split, ce sont des modèles séparés. On a une unité extérieure, une unité intérieure. Et nous avons également les modèles monoblocs, tels que illustrés ici, où la partie pompe à chaleur est à l'extérieur. Et ce sont des tuyaux de chauffage qui relient la pompe à chaleur vers l'intérieur de la maison. Ce sont des installations simples. Si c'est un modèle split, les tuyaux contiennent un fluide frigorigène. C'est un frigoriste qui doit faire le raccordement. Par contre, si ce sont des tuyaux de chauffage, c'est un chauffagiste qui peut faire les raccordements. Limite de distance de raccordement. De toute façon, que ce soit de l'eau de chauffage ou un fluide frigorigène, on ne peut pas aller à une distance infinie. Il faut donc bien respecter les limites de distance maximum. Faire attention au niveau sonore. Il ne faut pas que la machine vous gêne à vous, mais ne gêne pas vos voisins également. Un socle en béton pour pouvoir amortir les vibrations de la machine. L'évacuation des condensats doit être garantie également pour éviter que la machine ne se remplisse de condensats et éventuellement ne givre. En tout cas, givre trop fort. Le libre passage de l'air autour de la pompe à chaleur. Le ventilateur va brasser énormément de mètres cubes par heure. Il faut donc que ce soit vraiment libre autour de cette machine et le câblage électrique qui doit être respecté. Une installation de pompe à chaleur aérothermique peut se combiner facilement à une installation de chauffage existante, permettant d'augmenter le rendement de celle-ci.